Et donc on m'a demandé de présenter le cas de la France, mais pas pour la France en soi, mais comme une illustration des débats sur l'institutionnalisation de la culture, ses avantages et ses coûts. Et en gros, quand je vais parler d'institutionnalisation ici, mais je vais m'expliquer, eh bien, je parle essentiellement d'une intervention publique très active, en quelque sorte, à travers soit la propriété publique, soit le financement public, soit la régulation, etc. Donc je ne vais pas faire une présentation directe et systématique de la politique culturelle en France. Je vais vraiment me placer du point de vue des apports et des limites de la centralisation et de l'institutionnalisation des politiques culturelles. C'est vrai, à partir d'une expérience qui, en général, est toujours considérée comme une de celles où l'État a joué le plus grand rôle, en quelque sorte, ou dans les pays européens, en tout cas comme un des pays où l'État a joué vraiment un rôle permanent, central, et encore aujourd'hui, je vous donnerai quelques chiffres, un rôle tout à fait financier, tout à fait considérable, même si pour la première fois depuis 30 ans, on a vu cette année le budget baisser un peu, mais pendant 30 ans, il a continué d'augmenter assez fortement. Bien. Le message que je voudrais vous dire, parce que faut tout de suite dire où on va arriver, un peu le bout du chemin, c'est le suivant. C'est un peu mon interprétation, mais elle est partagée, bien sûr. C'est que dans mon pays, personne ne conteste l'intervention de l'État. Alors ça peut être surprenant, surtout après le cas de l'Allemagne. Personne, quel que soit d'ailleurs l'échiquier politique. Et au contraire, même les partis, alors je ne sais pas si vous préférez que je dise de droite ou conservateur, quand ils ont occupé le pouvoir, et pratiquement entre, par exemple, 2002 et 2012, ils ont eu le pouvoir en France, ont toujours continué à faire à peu près la même chose que les partis de gauche. Pas tout à fait les mêmes actions dans le domaine de la culture. Par exemple, en France, on dit toujours, si tout le monde est d'accord pour que l'État intervienne, la gauche préfère plutôt le spectacle vivant que le patrimoine, et la droite préfère plutôt le patrimoine que le spectacle vivant. Et c'est vrai, ça se sent dans les choix. Ça n'est pas des choix radicaux, mais ça se sent dans les choix. Mais l'idée qui est là, c'est qu'effectivement, il y a eu toujours une très grande constante au fait que cet état culturel, comme on dit quelquefois, est une administration assez forte, qui s'appuie sur des experts, des conservateurs, des corps d'inspection générale, dont la qualité est sans doute la plus haute parmi tous les fonctionnaires de l'État, en quelque sorte. Si je devais me fier au niveau des diplômes, je pourrais vous dire que sans aucun doute, c'est la culture qui a les niveaux de formation les plus élevés, avec le ministère des Finances, sans doute, et de l'équipement. Mais c'est vraiment très, très fort, en quelque sorte. Mais l'État ne doit pas gérer directement, et c'est ça le grand problème en France. C'est-à-dire, est-ce que quand on parle d'intervention de l'État, qui, une fois encore, n'est pas remise en cause. Vraiment, très peu de gens la remettent en cause en France. Bon, il y a toujours quelques positions plus extrêmes, mais très peu de gens la remettent en cause. Mais ce qui est mis en cause, c'est est-ce que c'est au privé, en quelque sorte, de gérer sous le contrôle de l'État, ou est-ce que c'est, et ça a été le modèle de la France pendant longtemps, à des institutions publiques, de gérer la culture sous le contrôle de l'État. Pour vous expliquer un peu comment le problème se situe idéologiquement notamment, et je vais opposer deux thèses, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est ce qu'on appelle le pessimisme culturel et l'optimisme culturel. Ce sont deux thèses qui ont notamment été beaucoup développées par un économiste américain très extrême. Alors lui, c'est Tyler Cowen. Je ne sais pas si vous connaissez cet auteur américain qui écrit pas mal d'ouvrages d'ailleurs, et pas toujours très approfondi, mais enfin bon, ça a le mérite de créer le débat. Bien. Après, je vais examiner les différentes formes d'intervention publique que l'État a mis en œuvre en France, et vous allez voir qu'à chaque fois, c'est extrêmement fort en quelque sorte. C'est-à-dire que véritablement, l'État sort de son rôle L'État va au-delà de sa fonction de gardien, en quelque sorte, ou de garant, et est véritablement lui-même acteur du système culturel.
Et je vais prendre donc successivement ces 4 thèmes: la production et la propriété publique des institutions culturelles, la régulation aussi bien d'ailleurs des institutions publiques que privées, donc la réglementation, le financement public, qui est quelque chose de très sensible, même si aujourd'hui on sent un certain effritement, et un thème qui, je ne sais pas si vous avez lu, mais il se trouve qu'il y a 15 jours on en a beaucoup parlé en Europe, qui est le fameux thème dit de l'exception culturelle, je pense que vous connaissez. Et je terminerai, donc, je reviendrai sur le débat sur l'institutionnalisation, au vu de l'expérience française, et on parlera comme ça. Alors, d'abord, je voudrais venir sur le premier thème, l'optimisme culturel et le pessimisme culturel. Bon, j'évoque ce thème tout de suite, mais on ne doit pas oublier l'histoire des pays. Bien entendu. C'est-à-dire que si je veux partir de ce thème, c'est pour être assez contemporain, si vous voulez, pour vous dire. Et en fait, quand on regarde la naissance de la politique culturelle en France, on peut dire que ça vient incontestablement au moment de la Révolution française. Avant, on dit souvent, bon, vous connaissez l'histoire, mais enfin, c'est pas passionnant. Enfin, c'est important, mais c'est pas passionnant. Du Roi Soleil, peut-être, enfin, de Louis XIV, de l'appel des artistes italiens, de Léonard de Vinci, qui vient finalement passer sa vie en France et qui est le meilleur ami du roi François Ier. Mais ça, c'est la propriété privée des rois, en quelque sorte. Donc, c'est un peu comme aujourd'hui la reine d'Angleterre. Je veux dire qu'il y a un domaine patrimonial tout à fait considérable, ou sans doute en Espagne, enfin, je ne sais pas, je ne peux pas en parler. Mais en 1789, au moment de la Révolution, il y a un débat qui est très important et qui va rebondir 30 ans après. Eh bien, il y a des vagues, comme on dit, d'iconoclastie ou de vandalisme, en quelque sorte. Et à ce moment-là, il y a un débat très important devant les assemblées constituantes en France. Et ce débat est loin d'être réglé, puisque pendant 4 ans, on va avoir des vagues de vandalisme successivement, d'autant plus que le pays est envahi par les armées des autres rois européens, donc ça complique un peu les choses, c'est le moins qu'on puisse dire. Et seulement au bout d'un certain temps, et non sans difficulté, un certain nombre de gens vont dire « Attention, les œuvres artistiques et les œuvres culturelles, bien sûr qu'elles ont été faites à l'initiative de la royauté et de l'aristocratie, mais elles ont été faites par le peuple. Et si on arrive à leur faire perdre leur pouvoir politique en tant que défenseurs de l'ordre établi monarchique, par exemple, si on met les statues dans les musées, et c'est pour ça qu'on va commencer à créer des très grands musées à cette époque-là, eh bien, à ce moment-là, on va montrer que la création artistique exprime le génie d'un peuple et qu'elle mérite d'être protégée, et non seulement d'être protégée, mais de servir à ce moment-là à l'inspiration des autres artistes, mais qui commence à s'étendre aussi à la création. Et on commence à ce moment-là à créer toute une série d'institutions qui existent toujours, et notamment le musée du Louvre, bien sûr, mais d'autres qu'on oublie souvent, le Conservatoire national des arts et métiers, qui était à ce moment-là un organisme très puissant, plus toute une série d'autres métiers, d'autres écoles, ça c'est surtout la période napoléonienne, etc. Et on commence à développer un certain nombre d'institutions. Et ce mouvement va être redoublé au milieu du XIXe siècle, bon je vais aller un peu plus vite maintenant, va être redoublé au milieu du XIXe siècle, parce que l'on considère que le débat traditionnel c'est plus qu'un débat, parce qu'il y a eu des révolutions sans arrêt, qui opposaient les monarchistes et les républicains, pouvait au moins déboucher sur l'idée que tout ce qui était le patrimoine culturel de la nation devait servir de trait d'union et d'éléments de fondation de la société. Bon, je passe, j'accélère, et on arrive à la période contemporaine, donc ce qu'on appelle chez nous la Ve République, donc, et on crée, en même temps que la Ve République, donc il y a plus de pratiquement 50 ans, donc le ministère de la Culture. J'y reviendrai. Alors ça, c'est pour vous donner une idée simplement, c'est que ce n'est pas nouveau dans le contexte constitutionnel français. Et aujourd'hui, il y a un débat qui est venu s'ajouter en quelque sorte sur ce paysage constitutionnel, qui est donc ce débat entre l'optimisme et le pessimisme culturel. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ou bien on considère que le marché
peut résoudre les problèmes de la culture, c'est-à-dire à la fois susciter une offre culturelle et susciter une demande culturelle qui permet à cette offre de vivre, ou bien on considère, pour des raisons qu'il faut expliquer, que le marché n'est pas capable d'assurer une activité culturelle satisfaisante, c'est-à-dire, et en particulier en France, il y a une thèse qui a toujours joué, alors cette fois-ci beaucoup plus chez les sociologues, les économistes, etc., peut-être que, mais qui inspire l'action du ministère, que chez les constitutionnalistes, qui a toujours joué très fortement, c'est la méfiance vis-à-vis de la capacité du marché à développer les productions culturelles pour tous, en quelque sorte. Et il y a 3 raisons pour cela. Il y a 3 raisons. La première, c'est que l'on dit, même si il y a une offre culturelle, l'inégalité des revenus entre les gens fait que seuls les plus aisés pourraient en profiter. Bon. Donc ça veut dire que les plus pauvres n'en profitent pas, et donc ça veut dire que la culture comme trait d'union, en quelque sorte, comme lieu de rencontre du peuple avec lui-même, ne fonctionne pas. Donc ça, c'est une première raison. La seconde raison, c'est l'histoire des biens d'expérience, mais je pourrais d'ailleurs rajouter ici, bien que enfin, il n'aimerait pas, hein, mais bon, le nom de Bourdieu. Hein, on peut dire que justement, ceux qui n'en font pas l'expérience, ce sont ceux notamment, qui n'en ont jamais fait l'expérience, ce sont ceux qui viennent de milieux peu ou pas éduqués, peu ou pas pauvres, enfin plutôt pauvres, etc. Et là, on rejoint effectivement la fameuse thèse du capital culturel de Bourdieu. Mais cette thèse du capital culturel, aujourd'hui, elle a tendance, chez beaucoup d'économistes dans le monde entier, à être prise sous celle du nom de la culture comme bien d'expérience. Si vous voulez, quand vous raisonnez en analyse économique très élémentaire, je pense que ça ne vous fait pas peur, mais on va dire, si vous voulez éventuellement lire un livre, ou si vous voulez aller à un spectacle, etc. Vous ne savez pas, évidemment, peut-être, si vous n'avez jamais été habitué, si vous ne savez pas décrypter, en quelque sorte, les informations qui tournent autour de ce bien, eh bien, vous ne vous y intéresserez pas nécessairement, et du coup, vous ne le consommerez pas. Donc, deuxième raison pour laquelle la demande va être très faible, en quelque sorte. Et puis, troisième grande raison chez les économistes, c'est la fameuse loi de Baumol. On en a parlé, je ne sais pas où. Vous en avez parlé déjà, non ? Vous connaissez la loi de Baumol, non ? Enfin, l'idée, très simplement, selon laquelle les biens culturels sont des biens qui coûtent relativement de plus en plus cher par rapport à d'autres biens. Donc, ces 3 raisons font que, pour beaucoup de gens, le marché, comme système, c'est pas une critique en soi du marché ici. Certains peuvent en plus le critiquer en soi, mais on va dire simplement non. Face aux biens culturels, le marché est dans une situation d'échec. Le pessimisme porte sur la capacité du marché à assurer dans le pays un niveau d'activité culturelle satisfaisant. À l'inverse, certains disent, mais pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est une vision émotive, peut-être, qui n'est pas aussi vérifiée qu'on croit. Et le marché peut très bien fonctionner. Alors, en fait, ils vont faire leur démonstration de 2 manières. D'abord, ils vont dire, quand on fait intervenir l'État, contrairement à ce qu'on croit, ça ne résout pas tous les problèmes. Mais ça, je vais y revenir tout à l'heure, donc je vous demande d'attendre un peu en quelque sorte. Et puis ils vont dire, et puis il y a eu des phases de l'histoire où au contraire, on s'aperçoit que c'est grâce au marché que la création culturelle et le développement d'un certain nombre de courants culturels ont pu arriver. Alors, le second grand mécanisme qu'il utilise, et qui a été repris par d'autres, c'est l'impressionnisme. Alors c'est un peu... Mais c'est pas faux complètement. Mais là, je n'ose pas trop parler dans le professeur Teixeira. Je vais juste me limiter à quelques observations qu'on se dit entre économistes, donc je ne sais pas s'il partagera. On dit au fond, bon, c'est connu, les impressionnistes n'étaient pas reconnus par le système officiel de l'Académie, et c'est grâce à un certain nombre de marchands d'art très précis, donc Caneveller, Durand-Ruel, Theo van Gogh, encore que c'est tout pour un, puis il y en a eu d'autres aussi, qu'ils ont pu finalement s'installer, non seulement se faire connaître, mais s'installer en quelque sorte. Et donc là, il dit, ben voilà un exemple où au contraire, c'est le marché qui a
sécrété l'innovation culturelle et qui a sécrété l'offre culturelle et qui a fini par sécréter une demande culturelle. Donc, un certain nombre d'autres gens vont dire, ben non, finalement, ça pourrait marcher sans État. Mais toujours est-il que dans le cas de la France, ce sont ces arguments qui vont jouer un rôle majeur. Quand on dit l'État intervienne ici, ça va très loin. C'est-à-dire qu'on dit il faut que l'État intervienne pour être sûr qu'il y ait bien de la production. Ça, c'est... On ne va pas dire il faut qu'il intervienne pour aider les gens, non. Pour qu'on soit sûr qu'il y ait de la production. Il faut que l'État intervienne pour qu'on soit sûr que les gens soient informés et puissent accéder aux biens culturels, même s'ils n'ont pas le niveau de revenu satisfaisant. Donc, on est tout de suite dans un discours qui est extrêmement volontariste, en quelque sorte. On pourrait presque dire hyperactif, en quelque sorte, proactif, tout ce que vous voulez. Le premier moyen que l'État va prendre, en quelque sorte, pour réaliser ses objectifs, tant politiques qu'économiques face à la culture, ça va être de créer des organismes publics. Ça va être de créer des organismes publics. Et on va retrouver ça dans tous les grands domaines de la production culturelle. Par exemple, si vous prenez, et en particulier, on va créer 6 théâtres nationaux qui coûtent autour de, pour vous donner une idée, alors il faudra convertir en réals, 50 à 100 millions de réals chacun par an, hein, pour vous donner une idée. Hein. 50 à 100 millions d'euros, pardon. D'euros, ça fait 150 à 300 millions. Voilà, bon, d'accord. Donc, on crée des grands théâtres nationaux, mais là, vous allez déjà voir un problème, c'est que sur les 6 grands théâtres nationaux, il y en a 5 qui sont à Paris. Donc, c'est pas vraiment ce qu'on peut appeler de l'accessibilité, ou le dernier étant à Strasbourg, d'ailleurs. Et donc, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on a commencé à créer un autre type de théâtre, pas les 6 théâtres nationaux, qui existaient pratiquement tous, enfin pas tout à fait, mais presque, c'est-à-dire dans les différentes régions de France, donc il y a 22 régions à peu près, on a créé un théâtre qui était soit un théâtre public, soit un théâtre privé très fortement subventionné par l'État. Et on demandait à ces théâtres, qu'on appelait centres dramatiques nationaux, même s'ils étaient en région, de diffuser des nouveaux spectacles, et parmi ces nouveaux spectacles, des créations. C'est-à-dire que l'idée, c'était qu'ils devaient diffuser au moins 5 spectacles par an, dont une création pure. Et on se disait, comme ça, il y aura une certaine démocratisation de l'art théâtral. Mais ça, c'est pour le théâtre. Si je prends les musées, il y a à peu près 1000 musées labellisés en France, hein, ce qui n'est pas considérable d'ailleurs, contrairement... Il y en a 2500 à peu près, mais enfin bon, c'est pas considérable, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Mais sur ces 1000 musées, il n'y a que 30 musées d'État, je vous signale. Mais ce sont les plus importants, là encore. Hein, ceux qui vont à Paris, Orsay, le Louvre, Picasso, etc., ce sont des musées d'État, en quelque sorte. Et là aussi, le budget est considérable. Il y a une petite modification, enfin, c'est pas une petite, c'est une modification sensible, mais pas un changement de nature, au cours des 25 dernières années à peu près. On a commencé en France en 1982 exactement à voter des lois sur la décentralisation qui ont un peu remis en cause le système de l'État, non pas de l'État unitaire, parce que ce n'est pas un État fédéral, mais de l'État tout-puissant, en quelque sorte, hein, tout-puissant. Et des pouvoirs, progressivement, ont été transférés aux régions, aux départements et aux villes, puisqu'on a, c'est très lourd et c'est d'ailleurs un peu stupide, 3 niveaux d'administration en dessous de celui de l'État. Dans le domaine de la culture, il y a eu très peu de transfert de compétences. Justement parce que tout le monde considérait que la culture, c'était tellement important, tout le monde était tellement d'accord, qu'on a laissé pratiquement tout ce qui était culturel à l'État. Alors que, par exemple, dans l'éducation, on a confié les écoles aux mairies, définitivement, enfin, aux villes, et les lycées aux préfectures. Je ne sais pas s'il y a l'équivalent des préfectures, etc. Mais même si on a confié pratiquement aucune compétence culturelle à 2-3 près dont je vais vous parler aux collectivités locales ou à ce qu'on appelle aux gouvernements locaux, on leur a demandé de financer. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand l'État a créé, par exemple, un centre dramatique national dans une région, prenons, je sais pas moi, la région de Bretagne, par exemple,
eh bien, il disait, écoutez, moi je veux bien mettre un centre dramatique là, mais il faut que vous preniez un peu de la facture, en quelque sorte, vous prenez un peu du coût. Donc là où moi, État, je donnais 60% du budget, je ne vais plus donner que 40%, et vous, région, vous donnerez 20%. Et donc on a commencé, et c'est très important parce qu'aujourd'hui ce système est en train de se casser, j'y reviendrai tout à l'heure, on a commencé à demander à un certain nombre de collectivités locales de partager en quelque sorte les coûts, les fameux coûts là, dont on parlait tout à l'heure. Mais ce qui a été très frappant, c'est que les collectivités locales ont partagé les coûts, mais n'ont pas du tout partagé le pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir de décision en matière culturelle restait le pouvoir de l'État. D'ailleurs, les collectivités locales étaient très contentes, parce qu'elles se disaient, on n'a pas à s'en mêler en quelque sorte. Si vous ramenez le pouvoir de décision très proche de l'électeur local, il est évident que vous allez être obligé par la force des choses de donner les subventions à ceux qui satisfont exactement les besoins locaux, en quelque sorte. On fonctionne comme un marché à ce moment-là. Et donc, alors, il y a eu quand même, malgré tout, quelques décentralisations, mais vous allez voir, c'est très particulier. Au niveau des préfectures, alors, ça joue un rôle important en France. Il y a ce qu'on appelle la lecture publique, notamment en milieu rural. Bon, et ça, il y a une très forte organisation pour que les gens puissent continuer à lire des livres en milieu rural. Donc, on appelle ça des bibliobus ambulants. Bon, probablement qu'avec Internet, ça va changer, mais les personnes âgées, elles ne peuvent pas télécharger toutes sur Internet. Non seulement organisent une offre publique, mais la gèrent en quelque sorte. La gèrent. Ils partagent quelquefois cette possibilité de gestion, enfin cette responsabilité avec d'autres, mais pour l'essentiel, ils la gèrent. Elle a des avantages et des coûts. L'avantage, évidemment, c'est que ça va permettre de mettre sur tout le territoire du pays un certain nombre de structures culturelles. Un autre avantage de cette centralisation de la gestion et donc de la propriété publique ici, alors on peut en discuter, mais il faut le reconnaître quand même, du point de vue économique c'est assez clair, c'est qu'il y a des budgets importants pour la création. Donc ça, c'est les deux grands avantages. Alors, les inconvénients, alors il y en a. Le premier avantage, évidemment, ça coûte très cher. Je vous ai donné quelques chiffres tout à l'heure, je vais vous en donner au niveau global dans un instant. Ça coûte très très cher, cette politique, hein, si vous voulez. Ça veut dire que l'État, il finance des théâtres, il finance des musées, et de manière très très chère. Un autre élément, évidemment, c'est ça. C'est la bureaucratisation de la gestion. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu au bout d'un certain temps qu'il y avait un risque de bureaucratisation. Qu'est-ce que ça veut dire ici, la bureaucratisation ? Ça veut dire qu'à partir du moment, et là faites attention, ça veut dire qu'à partir du moment où on accepte de financer des productions ou des créations, où l'État accepte de financer des productions ou des créations, en sachant qu'elles sont très risquées en quelque sorte, parce qu'on ne sait pas si le public, si l'audience se manifestera, etc., si les reconnaissances dans les festivals internationaux arriveront, etc., eh bien, il n'a plus la possibilité de corriger les choses, en quelque sorte. Parce que si ça ne marche pas, on va lui dire, c'est parce que les gens ne sont pas venus, mais il faut continuer. Il faut continuer, et puis ils finiront par venir, en quelque sorte. Donc, on s'inscrit, en quelque sorte, dans un processus où on va assez facilement continuer à prolonger les budgets et où on ne va pas faire ce que le marché ferait de manière automatique, c'est-à-dire une sanction. C'est-à-dire en disant, bon, personne n'est venu voir ce spectacle, vous l'arrêtez tout de suite. Et puis, il y a un troisième argument qui est évoqué de manière plus simple à des collectivités locales de partager la facture, comme on dit. Comme je vous l'ai dit, bon, les collectivités locales, dans un premier temps, ont accepté. Et elles ont accepté assez facilement parce qu'elles devenaient autonomes, elles défendaient leur image, il fallait montrer qu'elles existaient, etc. Et donc, en France, ça fait très bien. Si vous dites que vous êtes un acteur culturel, ça, tout le monde applaudit, on dit c'est formidable, il travaille pour tout le monde, donc c'est essentiel. Mais on peut se demander si à la longue, en quelque sorte, cette manière de demander aux collectivités locales d'aider, sans nécessairement que ça ait des résultats,
est quelque chose de positif. Et du point de vue économique, là, on s'est heurté de manière progressive cette fois-ci à un problème qui va éclater, qui a éclaté pratiquement il y a 2 ans, on en reparlera tout à l'heure, qui est que les collectivités locales disent non mais maintenant ça suffit, c'est votre responsabilité. Nous, on a donné un coup de main, si on peut dire. Si ça ne marche pas, si on ne voit pas une retombée locale pour nous, des avantages pour le territoire, pour les habitants, comme on dit en français, sonnant et trébuchant, je ne sais pas si la traduction passe ou pas, eh bien, il n'y a aucune raison qu'on continue à vous aider. Tout de suite, mais peut-être que je vais garder ça pour la fin, je dois vous dire qu'au cours des dernières années, notamment depuis sous la présidence du dernier président, M. Sarkozy, il y a eu des réformes de gestion publique assez importantes qui ont porté sur les théâtres et les musées aussi. C'est ce qu'on appelle la révision générale des politiques publiques. Enfin, c'est une expression un peu compliquée qui en français sonne d'ailleurs assez mal aussi. Donc il n'y a pas de raison que ça sonne mieux. Et l'idée, c'est de dire maintenant aux institutions culturelles qui dépendent soit directement de l'État parce qu'elles sont publiques, soit indirectement parce qu'elles reçoivent d'énormes subventions, de faire des budgets sur 3 ans et de montrer leurs résultats sur 3 ans. Ça peut poser des problèmes, je veux dire. Hein. Bon, on ne dit pas combien les gens ont payé, quelle est la recette, etc. L'objectif, ce sont les taux de fréquentation. Vous pourriez me dire, mais ça, c'est du néolibéralisme qui se cache. Oui, on peut le dire comme ça. On peut dire effectivement, s'il y a plus de gens dans le théâtre, ça veut dire que tôt ou tard, il y aura plus d'argent dans la caisse. Ça, c'est clair. On peut raisonner comme ça, si vous voulez. Mais pour l'instant, on est très prudent. Et ça, c'est... Nous, gouvernement, on veut que les musées soient visités, etc. Bon. Alors, je veux pas rester trop longtemps là-dessus parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire et je vais passer au second thème qui, lui, alors va être très important, c'est la régulation des activités. En fait, j'ai mis privé, mais c'est à la fois public et privé. Et cette régulation des activités, elle va porter essentiellement sur 3 thèmes. L'accessibilité, les prix et le marché du travail artistique. D'abord, la première idée, et c'est tout à fait lié au pessimisme culturel dont on parlait tout à l'heure, c'est de dire on va réguler. Alors ici, l'État ne produit pas. Hein. Ici, l'État ne produit pas. Il ne se met plus en situation de producteur direct. Il se met en situation de contrôleur de la production, en quelque sorte. C'est ça ce que ça veut dire. Et orienteur, en quelque sorte. Hein. Il essaye d'orienter pour que, effectivement, l'accessibilité soit forte. Alors, bien entendu, c'est l'accessibilité des consommateurs. Mais c'est aussi l'accessibilité des produits. Ça, c'est très important. C'est une chose qui est souvent oubliée. C'est-à-dire que c'est des 2 côtés, en quelque sorte. C'est l'accessibilité de l'offre et l'accessibilité de la demande, hein, en quelque sorte. Alors, sur l'accessibilité des consommateurs, bon, les grands exemples qu'on donne toujours, mais il est moins fort que dans d'autres pays, c'est la gratuité des musées. Enfin, je vous signale que, par exemple, en France, les musées sont beaucoup moins gratuits qu'en Grande-Bretagne, hein, qu'en Angleterre. Hein, et c'est, par exemple, le système des quotas. Je ne sais pas si vous en avez. Il y a des systèmes de quotas au Brésil ? Non, pas du tout. Alors, en Espagne, il y en a eu, en tout cas. Il y en a eu. Donc, c'est l'idée que, par exemple, pour les chaînes de télévision en France, les chaînes de télévision, y compris privées, hein, dès lors qu'elles bénéficient d'un certain nombre d'avantages, pas les privées pures, hein, pas les privées payantes, mais les privées gratuites. En particulier sur les réseaux nationaux en France, il y a une grande chaîne privée et 2 chaînes publiques importantes, enfin 3 avec Arte. Bon, eh bien, pour les films, 60% doivent être européens, dont 40% français. C'est-à-dire que sur 100 films, il faut qu'il y ait au minimum 40% de Français et 60% d'Européens. Donc ça vous donne une idée, ça. Donc vous voyez, là, ce n'est pas l'État qui décide ce qu'on produit, on n'est pas comme tout à l'heure, hein, ou ce qu'on montre, mais c'est l'État qui dit aux opérateurs culturels, vous devez au moins faire ça. Et ça va leur poser des problèmes aux opérateurs culturels. Ils ne vont pas toujours être d'accord. Le système des quotas est un système... bon, peut-être que vous allez me dire, ça serait formidable que, je ne sais pas moi, au Brésil, etc. Mais même à l'intérieur du pays, il y a des tensions pour dire, voilà une intervention de l'État
qui, au nom de la défense des producteurs, de la création, etc., peut paraître très sympathique, mais qui nous fait perdre de l'argent. Alors, le problème qu'on se demande par rapport à cet objectif de la régulation, c'est qui en bénéficie. C'est-à-dire, quels sont les consommateurs qui en bénéficient et quels sont les produits qui en bénéficient, en quelque sorte. Alors, la critique qui est venue de là, c'est de dire, mais finalement, ces mesures de gratuité, elles font que ce sont toujours les mêmes qui y vont, mais ils y vont de plus en plus. Ça, c'est une critique très célèbre dans les musées, notamment. Donc, par exemple, on dit, bon, il faut qu'il soit gratuit, notamment pour les 18-25 ans, donc ça, c'est tous les jours de la semaine, quelle que soit l'heure, mais on s'aperçoit que c'est pratiquement les mêmes étudiants qui reviennent plus souvent, si vous voulez. Donc, on se dit, finalement, est-ce que c'est la bonne mesure pour faire venir des gens qui ne viennent jamais? Et là, vous retrouvez le débat sur le pessimisme culturel en disant, oui, les gens qui n'ont pas eu soit une éducation, soit une expérience, soit un apprentissage ou qui n'en ont pas bénéficié. Donc, sur les consommateurs, la grande critique qui va venir de là, c'est pas de dire que c'est une mesure qui est mauvaise en soi, mais c'est de dire que finalement, elle profite un peu à des minorités. Et ça va être un grand débat que je reprendrai tout à l'heure sur les effets d'une institutionnalisation de la politique publique. Ça ne veut pas dire que ce défaut soit inhérent à l'intervention publique, mais ça veut dire que la gratuité en soi ne suffit pas. Alors, sur les produits, là aussi, on a un problème, c'est qu'on a une sorte de concentration des effets sur quelques produits. Rappelez-vous ce que je vous disais tout à l'heure sur la télévision et la radio. On leur dit, il faut que vous donniez des films français, par exemple. Donc, au grand réseau national qui s'appelle TF1, chez nous, on va leur dire, allez, il faut absolument 40% de films français. Alors, vous connaissez peut-être un film français qui a eu un succès fou, La Grande Vadrouille, non? Vous connaissez, des films de Jean Gabin, etc., ou de Belmondo, etc. Ces films repassent tout le temps, du coup. Parce qu'ils rentrent dans le quota, si vous voulez. Et l'avantage pour eux, c'est qu'ils rentrent dans le quota et ils attirent de l'audience, si vous voulez. Donc c'est mieux qu'un film qui rentre dans le quota mais qui n'attire pas d'audience. Donc le quota en soi ne permet pas d'aller jusqu'au bout du raisonnement, en quelque sorte. Alors vous pourriez me dire, il faut que l'État intervienne plus et décide quel est le film qui soit... Mais là, c'est compliqué. On revient un peu au problème du théâtre de tout à l'heure. Là, ça serait de la production. Bien. Deuxièmement, la régulation des prix. Alors, je vais prendre un exemple qui est très célèbre et qui est sûrement un des meilleurs. Honnêtement, celui-là, d'abord, on peut le juger. Et parce que ça fait longtemps que ça existe, et parce que les pays européens ont pris des systèmes, beaucoup de pays européens ont pris des systèmes comparables. Je crains malheureusement que ce système arrive un peu à bout de souffle à cause de l'Internet et du livre électronique, mais ça a quand même été un système important. Bon, un livre produit en France, et même les autres, mais sera vendu au même prix, quel que soit l'endroit où il est vendu. On a juste laissé une possibilité de marge de 5%. Oui. Alors pourquoi on a fait ça? On a fait ça pour deux raisons à l'époque, et ces deux raisons existent toujours. C'est là où c'est important de le voir. La première raison, c'est qu'on avait un débat sur les points de vente, ce qu'on appelle les points de vente. C'est que moi, si je suis un libraire et si je vends un livre qui me coûte, disons, 18 €, je suis obligé de le vendre 20 €, si vous voulez. Mais si je suis... parce que je vais en vendre un par jour, par exemple, ou deux par jour. Enfin, disons que non, pardon, je l'achète 15 € au diffuseur et je le vends 20 €. Voilà, et j'ai une marge de 5 € par livre vendu. Voilà. Mais si je suis une très grande surface et que je vends le même livre, mais 1000 fois, je peux le vendre à 16 €. C'est-à-dire que je ne gagnerai qu'1 € sur chaque livre, mais comme j'en vendrai 1000, j'aurai gagné 1000 €. C'est-à-dire que là où le petit libraire en a gagné 10, le grand libraire, en vendant moins cher, en gagne 1000, en quelque sorte. Et évidemment, plus personne n'ira acheter le livre chez le petit libraire. C'est de dire que tout le monde est obligé de vendre le livre au même prix. Par exemple, 19 ou 18 €, si vous voulez, quelque chose comme ça. On a accepté une petite marge.
Donc on a fait cette loi, c'est la première raison, pour défendre ce qu'on appelle les librairies indépendantes en face des grands points de vente, en quelque sorte. Et on se disait, attention en plus, ça veut dire quoi? Et là on va arriver au second argument. Ça veut dire que si on laissait les choses continuer comme elles étaient en train de s'engager, non seulement les petits libraires disparaîtraient, mais en plus les livres difficiles disparaîtraient aussi. Donc on s'est dit, il faut impérativement, si on veut maintenir une certaine diversité dans la production de livres, éviter une concurrence, non pas déloyale, mais une concurrence destructrice et définitivement destructrice entre le livre qui se vend facilement et le livre qui se vend difficilement. Quand on regarde les effets de cette loi, donc 30 ans après, pratiquement 1982, et on a des études chaque année là-dessus, ça c'est très bien, les étudiants adorent faire ces études, nous aussi, donc il n'y a aucun problème. Donc, c'est un peu mitigé comme résultat, mais vous allez voir l'interprétation. Bon. D'abord, le cours relatif du livre a augmenté. Bon. C'est-à-dire que par rapport à la place de cinéma, par exemple, le prix du livre a augmenté plus vite que la place de cinéma, ça c'est clair. Et pourquoi? Évidemment, parce que la loi sur le prix unique du livre, ça fait qu'ils sont tous au-delà d'un certain... C'est comme un effet de cliquet, en quelque sorte. Qu'on part à chaque fois d'un niveau relativement plus élevé. La concurrence ne joue plus vraiment. Bon, elle ne peut pas jouer à la hausse, mais elle ne joue plus du tout à la baisse. Donc, il y a cet aspect-là. Bon. On voit aussi, ce qui n'est pas très bon, mais bon, moi je pense que ça, que la part des dépenses de chaque ménage pour les livres a, je ne sais plus pourquoi j'ai mis ça comme, excusez-moi, c'est From, a diminué, c'est-à-dire qu'elle était de 0,45% dans le budget des ménages il y a 30 ans. Alors ça c'est pour la France, et elle est de 0,37 aujourd'hui. Y compris le livre électronique, mais il ne compte pratiquement pas encore aujourd'hui, il est de 5%. Par contre, et ça c'est important, on voit que le nombre de livres édités est stable jusqu'en 2008 au moins. Ça c'est toujours pour la France. Le nombre des librairies indépendantes, ce qu'on appelle les librairies, ce que j'appelais les petites librairies, etc., a été réduit de 50%. Alors là, vous pourriez me dire, ça c'est un échec. Oui, enfin, c'est un échec à ceci près. Moi, je pense que, enfin, je vous donne mon sentiment personnel, mais je suis prêt à m'expliquer, bien sûr. C'est un bilan qui n'est pas négatif, compte tenu des transformations qui a eu lieu, la plus complexe, la plus au cœur et la plus débattue aujourd'hui, et qui est, je dirais, comment dire, la plus incontrôlable, en quelque sorte, pour le gouvernement. C'est l'intermittence. Je pense qu'on n'a jamais parlé ici. Quoi? Oui, alors je vais vous expliquer, voilà. Bon, alors, on a en France un système très particulier pour les artistes. Si vous êtes un salarié normal, vous travaillez un certain temps, vous avez droit à ce qu'on appelle l'indemnisation au chômage si vous perdez votre emploi, qui va durer pendant un certain temps. Les artistes, c'est très curieux. Les artistes, depuis toujours, et notamment dans le cinéma où ça a commencé, au départ, il y a un système qui a été créé, d'ailleurs à peu près à la même période en Allemagne et en France, et les Allemands étaient 10 fois plus sages alors, par contre, pour le cinéma. Il a été créé notamment pour les techniciens au départ, pour les techniciens du cinéma qui étaient utilisés pendant un certain temps, puis qui s'arrêtaient, qui étaient utilisés, etc. Il faut qu'un artiste du spectacle ait fait un certain minimum d'activité pendant une certaine période de temps pour se voir ouvrir des droits à la compensation. Voilà. Et ça part, je dirais, absolument des meilleures intentions du monde. Il n'y a aucune raison de... D'ailleurs, au départ, ce système était complètement privé, en quelque sorte. C'était comme une caisse gérée par les artistes eux-mêmes, en quelque sorte. Mais le système va changer. Pourquoi? Parce que on a mis de plus en plus de gens comme éligibles aux bénéfices de ce système. Et surtout, un certain nombre d'institutions culturelles, et notamment publiques, pas seulement des institutions privées, ont trouvé ça très très intéressant parce qu'au fond, ils se disaient, plutôt que de recruter des artistes pendant des périodes assez longues, il vaut mieux les faire travailler à la tâche, en quelque sorte, au cachet, comme on dit. Le terme technique, c'est le cachet. Alors, qu'est-ce qui va se passer, en fait? C'est qu'au bout d'un certain temps, le système est en déficit.
Le système est en déficit. D'autant plus que qu'est-ce qui se passe? On s'aperçoit qu'un certain nombre d'artistes, notamment de jeunes qui se disent artistes aussi, viennent, entrent dans le système, et dès qu'ils ont leurs droits, ils arrêtent d'être artistes. Ils bénéficient de leurs droits et ils reviennent pratiquement un an après et on recommence à essayer d'avoir ces droits, etc. Donc c'est un système qui est très malsain. Parce qu'en plus, on pourrait dire, bah tiens, on a aidé des gens à se former et en fait, à un moment, ils s'arrêtent eux-mêmes d'être dans l'activité, etc. Donc on a beaucoup d'effets pervers qui vont se cumuler. Il y a plus de rentrées de cotisations que de dépenses d'indemnisation, en quelque sorte. Donc il s'est dit, eh ben, je vais prendre la liquidité des secteurs qui sont positifs, en quelque sorte, pour en faire profiter les artistes. Seulement, le système devient ingouvernable. C'est ça la conséquence. C'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui viennent. Les entreprises de la culture utilisent ce système au lieu de recruter des gens à plein temps. Et ça, c'est un très gros problème, y compris les grandes chaînes de télévision. Par exemple, les grandes chaînes de télévision privées, elles utilisent 80% d'intermittents en France, hein, alors qu'elles pourraient avoir 80% de salariés et 20% d'intermittents, compte tenu pour certaines des recettes qu'elles ont. Et donc, on va avoir une explosion du nombre des intermittents. Je ne sais pas si vous voyez le chiffre, 84 10 000, 2009 106 000, 2012 120 000. Et actuellement, on est près de 130 000. Ça explose énormément en ce moment, mais ça, c'est lié au chômage aussi. C'est-à-dire que, évidemment, par exemple, les jeunes qui sont au chômage et qui ne peuvent pas espérer avoir une indemnité, d'abord, ils ne peuvent pas espérer avoir travail et travailler suffisamment longtemps. Par contre, s'ils rentrent dans le système artistique, ils peuvent espérer toucher assez vite une indemnisation. Et vous voyez le déficit. Alors ça, c'est énorme. Hein. C'est un déficit. Hein. C'est un déficit. 646 millions, donc 1800 millions de réals, hein, à peu près, en 2000, et 1,10 milliard. C'est curieux, c'est pas exactement. Bon, en 2010. Bon. Et ça veut dire qu'en France, 3% des travailleurs au chômage, qui sont les artistes, récupèrent 30% du déficit. Enfin, explique à eux seuls 30% du déficit de l'indemnité du chômage. De ce que les entreprises culturelles y ont intérêt aussi, puisqu'elles évitent de payer des coûts d'indemnisation du chômage élevés pour les travailleurs. Donc là, vous voyez un problème de l'institutionnalisation assez différent, qui est le fait que c'était pas un système, vous voyez, c'est un système qui est plutôt sur l'environnement. Je terminerai là-dessus tout à l'heure, sur l'environnement du système culturel. C'était pas, là on dit pas, allez, il faut qu'il y ait des artistes pour telle production, telle entreprise, etc. C'est vraiment un système pour se dire, au fond, il faut à ce que... c'est une profession très particulière, artiste. Il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de conditions d'entrée, il n'y a pas... Et c'est très bien comme ça. Donc, très bien, on peut rêver d'autre chose, mais enfin, c'est comme ça. Bon. Mais il est évident qu'à un moment, il faut qu'il y ait une régulation qui s'impose. Donc il aurait peut-être fallu la mettre au bout d'un an ou deux, je ne sais pas. Il y avait d'autres systèmes, on aurait pu faire un système beaucoup plus progressif dans le montant des cotisations, etc. Mais il y a eu une incapacité à contrôler. Et ça, c'est un peu le grand problème. C'est-à-dire que quand l'État se met en première ligne et qu'il ne contrôle pas, ça devient extrêmement difficile, je veux dire. Au contraire, même tout le monde utilise en quelque sorte cette inertie. Et là, on le voit. Je vais vous montrer une statistique, ça c'est très intéressant, c'est tout à fait différent de ce qui se passe en Espagne, apparemment. Et je vais vous la montrer. Alors je m'excuse, hein, c'est une image, donc c'est en français, mais je vais faire le commentaire, mais ça va vous expliquer justement cette importance de l'intermittence et la spécificité de la gestion de la culture dans le cas de la France. Et probablement, ça fait partie d'un travail beaucoup plus complexe, enfin, qui est sur l'évolution de la croissance de l'emploi en général et de l'emploi artistique. Voilà. Là, on est en 1980. Et puis là, on est en 2010. Ça s'arrête à peu près, exactement, ça s'arrête en 2008, puisque la base statistique est là. Ça, c'est le mouvement de l'emploi, de la totalité, de l'emploi en général. Hein. Donc c'est en termes de logarithme, c'est une sorte d'indice, hein, c'est une sorte d'indice de l'évolution de l'emploi dans cette période. Donc vous voyez qu'il progresse assez peu, qui subit des crises, notamment en 1993, qui a été une crise très forte en France. Il y a d'ailleurs eu un changement politique majeur, enfin, qui a suivi. Et puis après, il reprend, ça c'est la croissance mondiale des années
2002-2010. Et là, il continue, mais si on avait continué, il se stabiliserait après. Bon. Et là, je vais juste prendre la ligne noire qui est là. Il y en a deux, mais il n'y en a qu'une seule qui nous intéresse, c'est cette ligne-là. Et vous voyez qu'elle est très différente. C'est-à-dire que l'emploi se situe toujours à un niveau supérieur. Et c'est l'emploi culturel. Donc ça veut dire ici, et c'est contraire à ce qui se passe dans beaucoup de pays, hein, ça veut dire que l'emploi culturel a suivi une évolution beaucoup plus favorable entre 1980 et 2008, donc c'est long, hein, 28 ans, c'est pas rien, que l'emploi en général. Et si d'ailleurs j'avais pris le taux de croissance de l'économie, on aurait eu quelque chose comme ça aussi. Donc, et ça, l'intermittence a une grande responsabilité là-dedans. L'intermittence, enfin responsabilité ou disons une grande explication en quelque sorte. Mais pas seulement, pas seulement. Ça veut donc dire que par rapport à l'emploi en général, l'emploi culturel a été assez bien défendu. Alors sur le financement public, bon, je ne vais pas revenir sur des données assez générales que nous on a, que j'ai mis sur les diapositives, donc vous les trouverez, si vous voulez, sans difficulté, un certain nombre de chiffres sur les dépenses publiques pour la culture. Donc vous voyez le budget de la culture du gouvernement, hein, uniquement du gouvernement, du ministère de la Culture, pardon, c'est l'équivalent de 4 milliards de dollars. Hein, c'est 3,6 milliards d'euros à peu près, donc c'est à peu près 4 milliards de dollars, donc en réalité, vous faites la conversion. Là, j'ai mis la répartition entre les différents niveaux de l'État. Et puis, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en plus de ces 4 milliards de dollars, il y a 1 milliard qui correspond à ce qu'on appelle les dépenses fiscales et ce qu'on appelle le crowdfunding. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression, je pense que oui. C'est donc un peu ce qu'on appelle quelquefois le mécénat populaire ou le mécénat de masse. Et ça représente à peu près un demi-milliard de dollars. Donc ça vous donne une idée, c'est évidemment des sommes qui vous impressionnent peut-être, mais elles impressionnent aussi en Europe. Mais une fois encore, ce qui est très important dans le cas de la France, c'est le consensus entre les différents partis politiques sur le fait que la culture doit représenter 1% du budget général de l'État. C'est ça l'idée de base qui est une sorte de religion. Ceci dit, je dois vous dire que pour la première fois cette année, depuis 1980, le budget de la culture a baissé. Il n'a pas baissé énormément, enfin, il a quand même baissé de 3% même. Bon, alors je vais m'arrêter une minute ici sur le financement du cinéma, parce que ça, c'est considéré comme peut-être une des grandes réussites de l'institutionnalisation de la culture, hein, en France, même si là aussi il y a des débats. Bon, en France, on a un système enfin pas très original. Il y a d'autres pays qui l'ont, donc d'autres. Il y a des communautés autonomes qui l'ont, je pense. Hein, donc il n'y a pas c'est pas très original. Disons qu'il est bien inscrit dans le système qu'on appelle l'avance sur recette. Ça existe au Brésil? Ah ben alors ça. Non, parce que. C'est-à-dire que quand vous allez au cinéma en France, vous payez dans le billet du cinéma une taxe enfin, le taux est de 6% à peu près. Donc ça veut dire un peu moins d'1 € quand vous allez voir une place de cinéma qui coûte 10 €, ou peut-être un peu moins en moyenne. Et ce montant d'argent est donné à une commission du Centre national du cinéma qui finance les films, et qui donne donc des subventions. Et si les résultats du film sont satisfaisants, à ce moment-là, on peut rembourser la subvention. Et si les résultats du film sont insatisfaisants, eh bien, on ne rembourse pas la subvention. Donc, ce qu'on appelle une avance sur recette. S'il n'y a pas de recette, vous gardez l'avance et vous ne remboursez pas. Alors, ce système est très connu pour 2 raisons. D'abord parce qu'il permet d'avoir une production de films très substantielle, même si pratiquement la moitié de ces films ne sont jamais distribués ou regardés. Ça, c'est un très gros problème. Et c'est donc ce système est considéré comme très positif de ce point de vue-là. Par contre, il présente un inconvénient. D'abord, il y a beaucoup de films qui sont... Du coup, on finance beaucoup de films. C'est-à-dire qu'on les met à l'abri du risque, si vous voulez. Le grand intérêt de l'institutionnalisation, c'est de supprimer ce qu'on peut appeler le risque du marché.
C'est-à-dire qu'un producteur peut commencer à faire un film, et même s'il ne marche pas, le coût sera... La perte sera beaucoup plus faible, en quelque sorte. C'est ça ce que ça veut dire. C'est ça le mécanisme. Donc si c'est bien géré, normalement, ça peut être très utile. Et dans les dernières années, on a trouvé que c'était très bien géré pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a eu beaucoup de succès internationaux, mais c'est assez récent, à Hollywood, à Cannes. Mais aussi, surtout, et ça c'est très exceptionnel en Europe, ça je vous le signale, parce que la part des films français sur le marché national est encore de 40%. C'est-à-dire que dans l'audience dans les cinémas, 40% des gens voient des films français. C'est la proportion, à ma connaissance, la plus forte en Europe. La plus forte en Europe. Alors l'autre raison pour laquelle c'est important, et ça va me permettre de faire le lien, parce que là, je vais vraiment accélérer, c'est la fameuse exception culturelle. Pour la raison suivante, c'est que c'est ce système d'avance sur recette qui a créé un conflit majeur entre les États-Unis et la France notamment, mais un certain nombre de pays européens d'une certaine manière. Et notamment ce fameux système de l'avance sur recette. Pourquoi ? Parce que les Américains disaient, c'est quand même invraisemblable. Parce que quand les Français vont voir un film américain, ils payent de l'argent qui va servir à financer les films français et pas les films américains, en quelque sorte. Donc il y a une discrimination négative au détriment des films américains. Et donc les Américains demandaient la suppression des aides, enfin, notamment de ce mécanisme de l'avance sur recette, et plus généralement de toutes les aides que l'État donnait aux produits culturels en France, et il y en a beaucoup, je vous en ai dit un certain nombre, dans la mesure où elles rendaient les produits américains moins compétitifs que les produits français en France. Ce n'est pas le problème des États-Unis, parce qu'aux États-Unis... Et à ce moment-là, le gouvernement français a dit, et il n'était pas le seul, le gouvernement canadien l'a dit, notamment. Il n'était pas le seul, et notamment parce que... Alors, il y avait des liens avec le Québec très forts, qui ont fait que le Québec a influencé le Canada. Les deux gouvernements ont dit, non mais les biens culturels ne peuvent pas être traités comme les autres biens, c'est une exception. Et ça doit être une exception dans les négociations internationales sur la libéralisation du commerce. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire, l'exception culturelle ? Parce que tout de suite, on a dit, ça veut dire que c'est une mesure de protectionnisme. Enfin, un certain nombre de gens ont dit, le problème, il n'est pas d'empêcher les produits américains d'entrer en France, mais il est de faire qu'il y ait toujours, qu'un pays puisse toujours produire à partir de sa culture. En quelque sorte. Et ça, c'est très fort, parce que c'est évidemment quelque chose qui peut s'étendre à la musique, à la littérature, etc. Je veux dire, ça n'est plus du tout qu'un problème, disons, entre deux pays ou trois au niveau international. Et donc, la véritable interprétation de l'exception culturelle, mais elle est quelquefois débordée, ce n'est pas de dire il faut empêcher les produits étrangers de rentrer, parce que ça, il n'y a pas de... Il y a plus de frein, en tout cas, mais il faut faire en sorte qu'un pays puisse toujours se donner la possibilité de pouvoir aider à ce qu'il ait une production chez lui qui puisse manifester sa culture, en quelque sorte. Que je vous décrivais tout à l'heure de l'avance sur recette, il profite non seulement aux films français, mais aux films étrangers qui sont produits en France. De telle sorte que maintenant, les Américains peuvent en bénéficier. Alors, il y a quelques problèmes juridiques à résoudre, mais enfin, il y a eu des cas qui ont été faits comme ça. Et d'ailleurs, les Américains ont produit des films en prenant des producteurs français en Europe, qui après apparaissent comme des films américains au niveau mondial, mais ils bénéficient donc de l'avance sur recette. En tout cas, voilà, je vous ai parlé de l'avance sur recette, et j'ai fait le point avec l'exception culturelle. Alors, je vais revenir un instant sur les mécanismes de financement pour vous en signaler au moins un autre qui, alors, lui, est très critiqué. Il y en a un sur lequel je ne vais pas insister parce qu'il est très spécifique. J'aimerais beaucoup vous y insister, c'est celui que, paradoxalement, je connais presque le mieux. C'est le financement du patrimoine monumental et muséal, mais bon... c'est complet. Bon, il y a beaucoup d'aides. Là, il y a beaucoup d'aides publiques, mais ça serait trop long. Je préfère faire plus clairement d'autres choses. Il y a un autre domaine qui est, alors là, très polémique et où l'intervention de l'État est en général jugée de manière beaucoup plus négative que dans le cinéma, par exemple. C'est le financement des arts visuels ou des arts plastiques. Donc notamment l'art contemporain. L'art contemporain. Bon, quel est le problème ? Et le problème est le suivant.
c'est qu'en France, il y a un certain nombre de mécanismes qui sont prévus ou financés par l'État pour offrir des marchés en permanence aux artistes contemporains. Donc, essentiellement, ici, on va simplifier, on va dire les peintres. Enfin, ça peut être pour des installations, pour tout ce que vous voulez. Bien. Alors, il y a, mais ça, c'est pas de l'argent public, il y a un mécanisme qui doit exister, d'ailleurs, peut-être au Brésil, c'est le mécanisme du 1% de toutes les constructions. Non, il n'existe pas, parce qu'il existe aux États-Unis, celui-là. Public ou privé, il existe en Espagne aussi, qui doit être consacré à le financement d'une œuvre d'art dans les nouveaux bâtiments, par exemple. Quand on crée une université, 1% du budget de la construction d'une... Bon, alors je continue. Bon, donc, il y a deux mécanismes qui sont très importants. Il y en a un qu'on appelle le Fonds national d'art contemporain et l'autre, les fonds régionaux d'art contemporain. Les fonds régionaux d'art contemporain. Et ce sont donc, le Fonds national, c'est que de l'argent de l'État, et les fonds régionaux, c'est de l'argent à moitié État, à moitié région. Ça évolue dans le temps, etc. Et ces fonds, alors, ils ne donnent pas énormément d'argent. Ils ne donnent pas énormément d'argent, puisque, par exemple, pour les FRAC, ils ne donnent que 24 millions d'euros par an. Mais en moyenne. C'est donc chaque FRAC, ça fait 500 millions pratiquement au niveau de l'économie française. Donc, ce sont en quelque sorte des marchés réservés. Et l'idée est la suivante, c'est de dire, tant qu'un artiste n'est pas connu, le marché international ne le reconnaîtra pas. Donc, il faut lui donner, en quelque sorte, la possibilité de faire un certain apprentissage. Et cet apprentissage, puisqu'il ne peut pas être financé par les marchés, il faut qu'il soit financé par les gouvernements, donc soit le gouvernement national, soit les gouvernements locaux. Ça, c'est le raisonnement qui est tenu. C'est le raisonnement qui est fait, etc. Mais le problème, c'est qu'on peut aussi tourner dans l'autre sens le raisonnement et on peut dire, au fond, au lieu de mettre les artistes tout de suite en présence de la demande nationale ou internationale, on les enferme en quelque sorte dans un cocon, en quelque sorte, où ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent, en quelque sorte, le financement est garanti. Le problème, il est que ce système a très bien marché d'une certaine manière, parce que si vous voyez ça, en avril 1986, on avait une production de 5438 œuvres venant de 1400 artistes, en gros. En 2000, c'est 3 fois plus, pratiquement. En 2000, c'est 3 fois plus. Bon, la population n'a pas triplé pendant cette période-là. Les artistes, c'est plus, mais pas beaucoup plus. Et surtout, en 2013, là, vous voyez, donc, c'est pratiquement 5 fois plus. Donc, 5 fois plus. Et là, on est à peu près 3,5 fois plus. Par contre, on s'aperçoit que le nombre de visiteurs est très faible. Parce que ces œuvres sont exposées dans les fonds nationaux. Par exemple, au Fonds national d'art contemporain, c'est 14 000 visiteurs par an, c'est rien du tout. Et dans les fonds régionaux, c'est 29 000 visiteurs par an, c'est absolument rien. Même en France, normalement, on ne compte pas un monument où il y a moins de 35 000 visiteurs. Enfin, il n'est pas dans les statistiques de l'Office du tourisme, pour vous donner une idée. Et il n'y a pas seulement ça, il y a d'autres arguments qui sont soulevés, qui sont les suivants. C'est de dire que les Français ont pratiquement, qui avaient une place, enfin les artistes français qui avaient une place très importante sur le marché de l'art international, qui au lendemain de la guerre avaient un chiffre d'affaires égal à la somme de Christie's et Sotheby's, qui sont les deux grandes maisons mondiales actuellement, et qui aujourd'hui représentent moins de 1% du marché global. Bon. Et il y a une autre statistique qui est souvent donnée dans ce domaine-là, c'est le fait que dans les 500 premiers artistes, on a dit souvent, est-ce que ça tient simplement à ce mécanisme financier public qui, en quelque sorte, finirait par anesthésier les talents s'il y a des talents, ou est-ce que ça tient à d'autres raisons? Alors, il y a d'autres raisons qui sont évoquées. Le régime fiscal défavorable. Alors là, c'est vrai, là, la taxe à la valeur ajoutée, elle joue son rôle. Parce que là, elle est de 19, c'est le taux normal ici. Les galeries françaises qui, normalement, devraient jouer ce rôle d'aider les artistes à entrer sur les marchés ne jouent pas leur rôle. Bon, ça, c'est... Mais enfin, il n'empêche que la commande publique, comme on dit, est quelque chose qui reste un élément très fort. Donc là, si vous voulez, j'ai voulu vous montrer deux exemples. Celui du cinéma, où même s'il y a des limites
tout le monde considère que c'est un effet très positif de l'institutionnalisation, et celui des arts visuels ou plastiques, où il y a plutôt le consensus en sens inverse. Le consensus en sens inverse. Peut-être que ça va changer dans l'avenir, mais pour l'instant, c'est comme ça. Puisque, en gros, donc, je vous ai montré les bases, en quelque sorte, de cette forte institutionnalisation du système. Les manifestations à travers la propriété publique, la régulation des activités, le financement, l'exception culturelle. Donc dire qu'en gros, le grand effet positif de l'institutionnalisation, c'est d'avoir maintenu une certaine, ou développé, mais en tout cas maintenu une certaine accessibilité, alors que dans d'autres pays, cette accessibilité aurait plutôt diminué, et notamment, pas parce que les pays sont bons ou mauvais, mais notamment du fait de l'Internet, parce que ça change radicalement les données de la consommation culturelle, notamment chez les jeunes. On fait en France, tous les 7 à 8 ans, en gros, une enquête sur 3000 ménages qui donne le pourcentage des Français qui vont au moins une fois par an au théâtre, assister à un spectacle de danse, à l'opéra, musique classique, rock et jazz, music hall, cinéma, monument, musée, exposition d'art contemporain, cirque, etc. C'est plus large, ça peut continuer. Bon, donc on a ce tableau. Et alors, ce tableau est plutôt positif, disons, plutôt positif dans l'ensemble. Je vais revenir au tableau précédent qui vous donne les trends, enfin qui vous donne les différences entre le début et la fin de la période. Ça vous donne une idée. C'est en termes relatifs, bien entendu. Ça veut dire qu'il y a 3% de Français en plus dans les musées qui visitent au moins un musée une fois chaque année, 7% le théâtre. Le problème, et c'est la dernière ligne, c'est qu'en valeur réelle, le budget de l'État de la culture dans la période a augmenté de 400%, a été multiplié par 4. Donc on peut se dire, alors évidemment, il ne s'agit pas de se dire la hausse de toutes ces fréquentations devrait être de 400%. Ça c'est ridicule, c'est pas ça ce que ça veut dire. Mais peut se dire, est-ce qu'il n'y a pas certaines disproportions, en quelque sorte, entre l'effort qui a été consenti par le pays pour développer les fréquentations, les audiences, etc., et les résultats effectifs. Et d'ailleurs, quand on compare à certains autres pays, on s'aperçoit que certains de ces indicateurs s'effondrent littéralement. Par exemple, dans certains pays, le théâtre, c'est moins 20 ou 25%. Le premier constat, c'est de se dire, mais est-ce que ça valait bien la peine de mettre autant d'argent pour arriver à des résultats aussi limités quelquefois ? Mais l'autre constat, c'est de se dire probablement, seulement c'est plus difficile à prouver, si on n'avait pas mis cet argent-là, il y aurait une consommation bien plus faible. Par contre, ce que ça montre, et ça j'avais mis ça, alors ça je vais m'arrêter quand même une minute là-dessus, je passerai plus vite. On avait fait quelque chose, ça je l'ai fait avec des étudiants. Voilà, je vais vous expliquer. Quand le niveau moyen d'un ménage, passe de 2 à 3 000 euros à 6 000 euros, donc en gros, quand il double, eh bien, le nombre de fois où le ménage va visiter un monument est multiplié par 2,8, et le nombre de fois où le ménage va au théâtre est multiplié par 4,5. Vous voyez, ce sont ce qu'on appelle des multiplicateurs, en quelque sorte. Ce sont des multiplicateurs. Et là, on a pris deux formes de participation culturelle assez différentes. Pourquoi ? Parce que le patrimoine, c'est ce qui est le mieux disséminé, en quelque sorte, en général, dans un pays, en tout cas dans les pays européens en général, il y en a partout, etc., et d'un accès relativement plus facile. C'est presque, si les fréquentations d'ensemble ont augmenté grâce à l'institutionnalisation, ou n'ont pas baissé fortement grâce à elle, elle a eu beaucoup de mal à avoir des effets beaucoup plus fins en termes de correction des inégalités. Ça, c'est clair. Alors, bon, là, c'est des photos qui ne sont pas très bonnes, mais ça vous donne... Ça, c'est la France, ça, je m'excuse. Donc, ça vous donne une idée de la répartition des théâtres. Donc, vous voyez, vous allez toujours voir apparaître ces grandes tâches, c'est-à-dire la région de Paris, Lyon, Marseille. C'est assez inégal par rapport à celles qui vont suivre. Bon, ça, c'est les galeries d'art contemporain, c'est encore plus faible. Ça, par contre, c'est déjà mieux, c'est les bibliothèques. Et ça, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est le patrimoine. Vous voyez, ça, c'est toujours... Et ça corrobore un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Finalement, c'est en matière de patrimoine que les multiplicateurs d'inégalité sont les plus faibles. Parce qu'il y a toujours plus ou moins un patrimoine près de chez soi. Alors, maintenant, je voudrais venir aux difficultés. Alors, un premier problème, ça, c'est très net. Et bon, ça s'explique par pas mal de facteurs, pas seulement ceux qu'on en a parlé aujourd'hui. C'est que l'institutionnalisation sécrète souvent une approche assez élitiste. Je
Je dois vous rappeler ici quelque chose que j'ai dit au départ, c'est qu'en France, bon, je n'ai pas le temps de vous l'expliquer longuement, mais il y a le ministère est un ministère, c'est pas un grand ministère, mais c'est un ministère très dense en termes de qualifications, d'experts, et d'experts reconnus en quelque sorte. Et évidemment, le fait de donner le pouvoir de manière très systématique au niveau central, et même lorsqu'il y a une coopération entre le niveau central et les villes, les régions, etc., ça donne à ces corps de fonctionnaires du ministère qui sont extrêmement qualifiés un pouvoir de direction sur les choix extrêmement important. Pratiquement 80% des décisions sont prises par les experts eux-mêmes. Donc ça, c'est un premier élément. Il y a un second élément, et ça, c'est un peu la logique de Malraux. Bon, donc je vous ai dit, mais l'idée, c'était qu'au fond, la culture, elle est intéressante parce que elle agit comme une révélation sur les gens, elle les aide à former leur personnalité, etc. Et un des exemples que je voudrais vous signaler ici, c'est très intéressant, c'est qu'en France, où il y a une organisation très forte sur la culture, il y a des secteurs qui sont très marginalisés, malheureusement. C'est l'artisanat d'art, le folklore, etc. Bon, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que de toute manière, on ne va pas pouvoir continuer ce qu'on a fait, pour des raisons financières. Ça, c'est très clair. Comme je vous disais tout à l'heure, même si on met 4 milliards de dollars chaque année, le ministère de la Culture met 4 milliards de dollars, il a commencé à baisser de 3% l'an dernier et il va baisser au moins de 3 à 4% cette année. Et le problème, c'est que il semble que cette politique est bloquée de deux côtés, en quelque sorte, cette institutionnalisation très forte. Elle est bloquée du côté financier parce que on ne pourra pas continuer. Et la preuve qu'on ne pourra pas continuer, c'est que les villes et les régions, ça je vous avais dit tout à l'heure que j'allais vous en parler, qui avaient assez facilement accepté d'aider l'État à cofinancer un certain nombre de projets, se sont très sensiblement désengagés depuis la crise de 2007-2008. Ça, on le voit très bien. Elles ont arrêté. Elles ont arrêté. Par exemple, il y a un domaine dont je n'ai pas parlé ici, mais je voulais signaler, c'est la protection des monuments. Eh bien, pour les monuments, par exemple, les collectivités locales ont dit, c'est pas notre compétence, on arrête. On a des compétences obligatoires, par exemple l'hôpital. Donc on met l'argent dans l'hôpital et que l'État mette l'argent dans les monuments s'il veut. Mais nous, ce n'est plus notre problème. Même si on l'a fait à un moment, on ne continuera pas. Donc ça, c'est la première impasse. Il y a une seconde impasse que l'on voit un peu dans les indices de fréquentation, l'attitude des jeunes, etc., vis-à-vis de la culture. C'est la relation à la culture web. Enfin, moi, j'appelle ça la culture web. Puisque pour beaucoup d'entre eux, beaucoup de ces jeunes, et quand je dis jeunes, ça va jusqu'à 30 ans maintenant au moins, eh bien, l'accès à la culture se fait de plus en plus à travers des nouvelles technologies et à travers le web. Et il n'y a pas seulement d'ailleurs le problème de l'Internet, il y a le problème de toute la médiatisation en quelque sorte qui diffuse sa propre esthétique et qui donc peut entrer en conflit avec l'esthétique d'un certain nombre de biens ou de services culturels. D'un côté, l'impasse financière, parce qu'on a construit un système qui était merveilleux pour une période de croissance, même s'il avait des défauts, mais qui, alors à ce moment-là, pouvait faire sentir ses effets de manière très positive, mais qui, dans une période de déclin, des moyens financiers se retourne en quelque sorte contre lui-même, devient contre-productif. Et la seconde grande difficulté qu'on a, c'est la maîtrise des nouvelles, enfin l'adéquation entre les nouvelles technologies et la culture. Ça, on le voit beaucoup. Tout à l'heure, je vous ai parlé, par exemple, j'ai été très vite et je m'en excuse encore, mais du prix du livre électronique. Ça, c'est très intéressant parce que c'est là où on voit comment ce ministère continue à appliquer des mécanismes qu'il a expérimentés
sur un certain nombre de formes traditionnelles des produits culturels. Ce n'est pas le produit culturel qui est traditionnel, c'est la forme qui était traditionnelle. Eh bien, même si la forme d'expression change, si la forme de diffusion change, on essaye d'appliquer les mêmes choses. Et on sent bien que ça ne peut pas marcher complètement. Et ça, c'est un exemple très clair, si vous voulez. Le même raisonnement que vis-à-vis du disque. Vous savez que quand le disque a eu sa crise, effectivement, tout le monde s'est dit, le disque le disque vinyle, le disque, le DVD, etc., vont s'effondrer et la musique va devenir complètement dématérialisée, en quelque sorte. Et donc, les clients, si on n'arrive pas à protéger le disque, tout le monde va partir et ira de l'autre côté. Donc, c'est vraiment un jeu à somme nulle, etc. Mais quand on prend le problème du livre, par exemple, ils font le même raisonnement. Beaucoup de gens au ministère font le même raisonnement. Ils disent, mais si on aide trop le livre électronique, ça va se retourner contre le livre réel, si vous voulez. Bon. Donc il ne faut surtout pas l'aider, il faut au contraire celui-là. Donc le ministère devrait se dire, mais il faut absolument que je facilite l'extension du livre électronique au lieu de la cadenasser, en quelque sorte, au lieu de la comprimer. Donc on a ce genre de problème qui est très important. Donc on est en face de ces deux grandes impasses. Et puis maintenant on arrive à un âge qu'on pourrait appeler digimoderne, où là véritablement les frontières sont complètement effondrées, parce que c'est là où chacun est en même temps auteur et créateur, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un objet en précis, c'est ça le problème, c'est plus à travers des dialogues. Et visiblement, le ministère, c'est mon sentiment, enfin, je travaille beaucoup dans ce ministère, et il est un peu dépassé, hein, honnêtement, je vais vous en reparler si vous voulez. Bon, alors, je voudrais maintenant venir à un jugement final, en quelque sorte, et puis je vais vous parler d'un livre ici, et puis après on va discuter un peu. Il y a eu à peu près une vingtaine d'années, que je n'ai plus la date exacte, il y a un auteur donc, qui s'appelle Marc Fumaroli, qui a fait un livre qui s'appelait L'État culturel. Donc c'est exactement le thème dont on vous parlait là aujourd'hui, ou en tout cas autour duquel on tourne. Et alors il est très hostile, lui, à ce qui se passe actuellement. Je tiens à vous le dire, donc, à cet État qui est devenu très interventionniste et qui devient finalement, qui se veut à la fois le producteur, qui se veut à la fois, qui se veut presque l'artiste en quelque sorte, donc tuteur des artistes, décideur de ce qu'il faut produire, conducteur des consommateurs dans les lieux de consommation culturelle, enfin qui touche à tout en quelque sorte. Et il oppose à cela un âge de la politique culturelle en France, qui est un âge qui a existé effectivement pendant une période assez longue, qu'on appelle en France la Troisième République, et où il disait au fond, il y a eu un moment en France où l'État ne fonctionnait pas du tout comme ça pour la culture, et où il s'était simplement limité à dire la chose suivante. La culture, alors évidemment il n'y avait pas tous les arguments économiques que je vous ai développés, etc., mais il disait au fond, la culture, c'est quelque chose d'important et il faut que le pays s'organise pour donner le maximum de chances, en quelque sorte, à la production et évidemment à la diffusion de biens culturels. Mais donc, il faut que l'État, parce que ça, c'est lui qui peut le faire, crée un environnement favorable à la production et à la diffusion des biens culturels. Mais ça ne veut pas dire que l'État décide quels sont les biens que l'on va produire et quels sont les biens que l'on va diffuser. Et il disait, pour créer cet environnement favorable à la culture, en gros, il y a deux grandes conditions. Il y a d'une part, et ça paradoxalement, ça a beaucoup été oublié aujourd'hui, je ne vous en ai pas parlé, mais parce que c'est oublié par le gouvernement, il y a défendre les institutions d'éducation et de formation pour la culture. Donc, toutes les écoles d'art, notamment, avec le fonctionnement le plus performant au sens le plus pertinent qui soit. Et d'autre part, qu'il y ait la conservation la meilleure possible et la diffusion la meilleure possible des œuvres d'art. Ce qui d'ailleurs touche aussi au problème de la propriété intellectuelle, puisque c'est pas seulement un problème de conservation physique, mais c'est aussi un problème de réglementation des conditions dans lesquelles on peut utiliser ces biens culturels. Et alors lui, il était très nostalgique parce qu'il dit, au fond, la Troisième République, elle avait réussi en France
à trouver cet équilibre, en quelque sorte. C'est-à-dire, et effectivement, les résultats culturels étaient assez brillants à cette époque, on peut dire. C'est-à-dire que l'État était le garant, mais extérieur du système culturel, mais il n'intervenait pas dedans, en quelque sorte. Et c'est une présentation qui est assez séduisante, bon, même si elle peut apparaître un peu conservatrice. Elle n'est pas suffisante à mon avis, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé. On est passé d'une institutionnalisation dont je vous expliquais les racines tout à l'heure en remontant à la Révolution, à une espèce d'État qui intervient vraiment dans tous les domaines. Ça, c'est très clair. Alors, et donc, tout le monde va le voir. Et donc, ça crée évidemment, ça je ne vous l'ai pas trop dit ici, c'est une critique un peu facile, mais qui est vraie, ça crée beaucoup de groupes de pression, beaucoup de lobbying, beaucoup de marchandage, et ce n'est pas nécessairement beaucoup plus démocratique pour autant. Notamment du côté de la consommation culturelle, on s'aperçoit que les facteurs de cette consommation culturelle, ça Bourdieu l'avait dit 1000 fois, mais ne relèvent pas tellement de la culture. Je veux dire, ils relèvent autant de l'organisation de la famille, de l'organisation de la société, etc. Mais le seul message, et puis je m'arrête là, c'est de se demander si effectivement cette intervention, donc moi je trouve qu'on ne devrait pas toujours la donner en exemple, même si elle est très spectaculaire, parce que la masse des fonds, l'ampleur des interventions le sont. Mais cette intervention ne devrait pas être beaucoup plus raisonnée en quelque sorte, et être peut-être beaucoup plus profonde sur les définitions d'un environnement favorable à la création artistique que sur la création elle-même et la diffusion elle-même. Bon, je pense qu'il reste à peu près il faut la reconstruire d'une autre manière pour qu'elle soit efficace. Mais pour des raisons politiques, le gouvernement a dit non, on la généralise. Donc, on ne veut pas le savoir, de 18 à 25 ans, les musées sont gratuits pour tout le monde. Alors c'était très compliqué parce qu'en fait ils étaient gratuits pour les musées d'État, mais les villes ont été obligées d'étendre ça aux autres, à leurs propres musées, parce que c'est très difficile. Elles apparaissaient comme réactionnaires ou conservatrices par rapport à l'État. Donc de telle sorte qu'ils ont perdu beaucoup d'argent dans cette expérience. Donc vous avez raison sur un point, et je confirme, quand on a dit, l'institutionnalisation ou l'intervention de l'État a du mal à corriger les différences. C'est-à-dire qu'elle peut très bien relever le niveau d'assistance, d'audience, de fréquentation, mais disons que les inégalités dans l'accès, l'intervention de l'État les touche beaucoup moins, en quelque sorte. C'est beaucoup plus limité comme efficacité, quelquefois même, c'est pas efficace, parce que sans doute, il faut d'autres mécanismes. Ça, c'est un point qui est très important. Bon, maintenant, sur l'artisanat, le folklore, c'est un peu différent, là, parce que j'ai dit ça rapidement, donc bon, si vous, je vais pouvoir insister peut-être un peu plus. Alors, attendez, moi j'entends de l'écho, je ne sais pas si c'est bien comme ça, j'espère. Bon. Ce que j'ai voulu dire sur l'artisanat et le folklore, et c'est vrai, c'est pas une histoire que je vous raconte, c'est que la centralisation a conduit à faire prendre les décisions par, je dirais, une concentration de personnes très qualifiées, très sophistiquées en quelque sorte, et très, comment dire, pas en avance, mais je ne vais pas utiliser d'expression ambiguë, mais enfin, qui dans le système artistique français sont quand même les professeurs des écoles de beaux-arts, des gens comme ça, si vous voulez, sont vraiment les gens qui font le là. Et vous savez qu'en plus, mais ce n'est pas seulement en France, mais ça a été dans tous les pays européens, mais la France, à mon avis, a moins bien réagi que d'autres pays européens là-dessus. Il y a, depuis le milieu du XIXe siècle, une séparation assez nette entre les arts appliqués et ce qu'on appelait les beaux-arts. Bon, le terme beaux-arts, d'ailleurs, ayant connu des évolutions très, très variables. Mais les arts appliqués, c'est resté relativement précis, en quelque sorte. Et ce que l'on constate dans cette évolution de l'institutionnalisation, c'est que tous les mécanismes ont été mis en faveur, en quelque sorte. Les anglo-saxons parlent plutôt du high art. Je préférerais presque prendre le high art par opposition au low art, en quelque sorte. Mais c'est une chose qui est très regrettable en France. Les arts appliqués n'ont pas du tout eu la même reconnaissance. Et c'est très intéressant parce que ça s'est fait parallèlement à l'institutionnalisation croissante du ministère. Et par exemple, aujourd'hui,
les arts appliqués ne dépendent pas de la culture, ils dépendent du ministère de l'Éducation nationale. Pour vous donner un exemple, l'artisanat d'art ne dépend pas de la culture.